Hydraulique Service, écoute, c'est un magasin qui a une histoire extraordinaire. Aujourd'hui, c'est devenu Wimby, mais pour bien du monde, c'est encore Hydraulique Service. Pour en parler avec moi, c'était le propriétaire il y a jusqu'à 5 ans quand même. Monsieur Fernand Poulain. Salut Fernand, comment ça va? Oui, bonjour, ça va très bien, merci, toi aussi. Très bien. Fernand, écoute, la première question de l'entrevue est quand même relativement simple. J'ai le goût qu'on parle un peu de tes mains. Comment c'est né, ça, chez les Poulains, de travailler manuel, de se servir de sa tête pour créer des choses? Il y a plusieurs choses que tu as créées, entre autres, dans le magasin Hydraulique Service, Wimby. On va en parler tantôt, mais comment c'est né, ça, justement, la passion de travailler avec ses mains? Ben moi, mon père était forgeron de métier qui est devenu soudeur à l'époque, puis il est devenu, il y avait une entreprise en soudure, puis on a travaillé avec lui, on aimait beaucoup mieux travailler à la shop dans le temps, à la boutique, comme on disait, qu'à aller à l'école. Ça fait qu'on a appris ça là, puis on avait une bonne dextérité, puis on était assez habile, puis travaillant. Donc, ça, c'est venu tout seul, là, en réalité. Là. C'est venu instinctivement. Là. Est-ce que, selon toi, cette école-là de la vie, je vais l'appeler comme ça, c'est ce qui a fait de toi l'entrepreneur que tu es devenu aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Parce que de travailler avec ses mains, c'est une chose. De devenir entrepreneur et de gérer des business comme ça, c'en est une autre. Ouais, moi, j'étais très habile de mes mains, mais j'aurais fait beaucoup plus d'argent si j'avais été plus habile de ma tête. Je veux dire, par là, penser plutôt business que penser manuel, comprends-tu? Moi, j'aimais ça, être bien organisé, avoir beaucoup de stock, mais je pensais plutôt travail que business. Ça, c'est mon petit côté que ma femme me disait que j'aurais dû améliorer. FLPH, écoute, encore aujourd'hui, ça a changé de nom, mais pour bien du monde, c'est FLPH. Parle-moi un petit peu de comment ça a commencé, cette histoire-là, avec tes frères à l'époque. C'était mon père qui avait ça, puis il y a beaucoup de monde qui ne savent pas cette histoire-là, mais moi, j'ai travaillé pour mon père jusqu'à l'âge de 24 ans. J'étais marié, puis mais mon père, malheureusement, il nous payait pas comme la plupart des employés qui avaient. Donc, moi, je suis parti. Je suis allé travailler en Floride, entre autres, puis je suis revenu par après ça. J'ai travaillé pour un contracteur, puis j'étais très bien, très apprécié, très bien payé. Puis là, à un moment donné, mon frère, puis mes deux frères ont fondé une compagnie avec mon père qui s'appelait FLPH. Florian, Laurent et Paul-Henri. Moi, j'étais pas là à ce moment-là. Suite à ça, ça l'a opéré pendant 2 ans. Mon frère Laurent, il est décédé d'un accident de travail. Puis là, mon père est venu me voir pour si j'allais pas les aider à Saint-Benoît. Fait que j'ai dit à mon père, je suis prêt à y aller avec plaisir, mais on va être juste 2 dans la compagnie. Vous êtes plus là, on achète vos parts. Puis alors, on a acheté les parts de mon père, puis on était juste 2, là, Paul-Henri et moi, mais on a gardé le même nom. Ça voulait dire Florian, ça voulait dire Fernand, Laurent et Paul-Henri, mais Laurent était décédé, puis mon père était sorti de la compagnie. Ça, je me suis joint à FLPH en 1983. Ça a été toute une aventure, et le monde le savent peut-être pas tous. Moi, du moins, je le savais pas. C'est comme ça qu'est né un petit peu Hydraulique Service aussi par la suite. Oui, effectivement. Étant donné qu'on avait une shop de soudure, on réparait de la machinerie lourde, des chargeuses, surtout pour le bois. On travaillait beaucoup pour des moulins aussi. Donc, le besoin d'hydraulique s'est fait sentir. On était clients chez des distributeurs, évidemment, jusqu'au jour où on a senti le besoin de devenir distributeur nous-mêmes pour avoir des meilleurs prix, puis avoir plus de choix, puis de travailler avec une clientèle qui avait besoin de nos produits. Quand c'est arrivé, c'était du côté de Saint-Benoît. À l'époque, c'était ça, usinage express, bon, tout ça, hydraulique service, c'est à Saint-Benoît, ça se passe. Comment ça marchait? Parce que là, c'était tout un peu la même poutine, on va dire ça comme ça. Là, tu veux pas, il y avait l'usinage, mais il y avait également le côté hydraulique service, la fabrication de boyaux, tout le reste. C'était-tu le pêle-mêle un peu au début? C'était, ça a été une adaptation, évidemment, là. Puis on travaillait beaucoup en anglais, ce qu'on n'était pas habitué, nous, parce que nos fournisseurs étaient anglophones. Parker, c'était anglophone. On avait beaucoup de clients dans le Maine, puis en tout cas. Mais on a quand même développé on a quand même bâti une belle business. On vendait pour pratiquement 1 million. Dans un petit local là, aménagé à côté de la shop. Là, c'est énorme pour le temps, surtout. Ben oui. On faisait des bons profits en mot-à-dit. C'était la même ligne téléphonique, en tout cas. Puis, à un moment donné, Parker voulait qu'on s'établisse à Saint-Georges dans un parc industriel.
Puis ça faisait des années qu'ils nous demandaient, ça faisait 4-5 ans qu'ils nous disaient, Saint-Benoît, vous avez de la bonne business, mais vous êtes loin, puis c'est un petit village, puis ça fait qu'il a dit, vous devriez, Parker insistait vraiment, ça fait que jusqu'au jour où ils ont dit, vous allez à Saint-Georges ou on regarde pour un autre distributeur. C'est pas compliqué, ça a acheté la Saint-Éclair comme ça. Donc, il y avait le nouveau concept des Parker Stores qui s'ouvrait à l'époque. Ça coûtait une trentaine de mille piastres, acheter du racking puis tout ça. Là. Puis c'était nous autres qui payaient ça, là. C'était pas Parker. Là. On avait tout ce qu'il fallait, nous autres, mais il fallait qu'on rajoute 30 000 piastres puis on se trouvait un local. Puis... En tout cas, on a ouvert un Parker Store à Saint-Georges en 2002. Dans le local justement en face. Puis on a acheté la bâtisse ici en 2004, fin 2004. Puis on s'est établi ici en 2005. Justement le temps des fêtes comme on est là. Oui, parce que c'est ça, c'est dans le fond maintenant la bâtisse où il y a Vapking puis les pièces d'auto économiques. Là, vous étiez là pendant 2 ans avant de faire la transition au local qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Cette transition-là, je pense que c'est un peu ce qui a marqué quand même jusqu'à un certain point là, le départ vers une business plus que florissante. Écoute, pas parce qu'elle l'était pas avant, mais là, on se ramassait avec un atelier où beaucoup d'espace de travail, beaucoup d'espace pour les pièces également, puis tout le reste. Absolument. Ça nous a... On était beaucoup plus visible à part de ça. On avait augmenté beaucoup nos inventaires. Les clients, on avait une belle expertise, on avait un bon produit, très bon produit. On avait des employés qui connaissaient le métier, il y avait une bonne technique, alors ça nous a permis d'avoir un très bon élan là, pour se propulser. Hein? On parlait quand même jusqu'à 14 employés. Il y avait du monde en tabarnouche, puis il n'y a personne qui manquait d'ouvrage. Oui, effectivement. À un moment donné, on avait 2 camions de service, parce qu'on faisait on appelait ça des take-out sur la route. Représentant sur la route, on avait des succursales à l'extérieur, Lac Mégantic et Thetford. Ça fait qu'à un moment donné, on atteint une quinzaine de personnes. Là. Être capable de faire des boyaux, gérer une business, répondre à ses clients, essayer de dépanner tous les clients possibles au monde. Y a-tu des soirs quand tu te posais des questions puis tu réfléchissais dans le sommeil en disant comment je vais réussir à faire tout ça? Ah ouais, j'ai passé des nuits que j'ai pas dormi beaucoup, là. Je partais d'une entreprise qui était... on avait une très bonne business à Saint-Benoît en soudure. Moi, c'était mon métier, c'est la soudure. Puis là, je mettais un quartier pas mal fort. Tu sais, on avait scindé des compagnies. Là, on avait séparé FLPH avec Hydraulique Service. Puis moi, je voulais prendre de l'expansion. Puis oui, à un moment donné, là, j'ai pas dormi toujours des très bonnes nuits. Comment t'as été capable de garder le cap? Parce que c'est facile un jour, à un moment donné, de partir puis s'évader puis de dire OK, excusez le terme, là, mais je prends le clos parce que justement, j'ai vu trop grand ou j'ai mal géré mes affaires. Comment t'as été capable de garder le cap puis rester les 2 pieds bien groundés, comme on dit? Hey, j'avais tellement une bonne équipe qui me motivait. Là. C'est ça qui m'a tenu, je pense, parce que mon équipe, moi, j'étais un peu à déprimer des bouts, là, puis découragé, le vrai mot, là. Puis, à un moment donné, on a eu de la misère à payer nos comptes parce que on avait trop dépensé. Hein, évidemment, on avait trop investi, on avait moins de liquidité, pas beaucoup de liquidité. Mais les employés nous ont supportés, puis on a réussi à passer à travers. Malgré, écoute, des fois des vents et des marées. Et Colin qui a eu des belles aventures avec Hydraulique Service. Thetford, ça a quand même été une belle aventure, courte à cause évidemment de la fin des mines. Là. On s'entend que c'est ce qui a fait un peu couler le bateau, mais quand même, ça a été une belle expérience aussi en 2010. Absolument. On vendait beaucoup, nous autres, à l'Ab Chrysotile. L'Ab Chrysotile, c'était la mine qui opérait à Thetford un pit pour l'amiante, puis on vendait déjà à la Chrysotile, puis eux autres, ils nous disaient, on vendait pour un quart de million par année, là, par ici, là, par Saint-Georges. Puis ils nous disaient, hey, si vous étiez local, on achèterait beaucoup plus parce que vous êtes loin, puis en tout cas. Donc, on a été un petit peu entraînés par eux autres à ouvrir à Thetford, puis pour les accommoder un peu mieux et évidemment vendre plus. C'est toujours le but, hein, c'est de vendre plus. Mais il y avait eu un conflit de travail, puis l'Ab Chrysotile avait dit si le conflit ne se règle pas, on ferme la mine. Mais nous autres, on était implantés à Thetford, on avait un loyer de 5 ans de garantie. Ça n'a pas été facile cette période-là, mais en tout cas, on a réussi à passer à travers, il n'y a pas personne qui a perdu d'argent avec ça. Là, nous autres, on a perdu, mais pas nos fournisseurs. C'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu aurais quand même tenté le coup pareil, ou peut-être même plus tôt?
Je l'aurais probablement fait. Ouais? Oui, je l'aurais probablement fait parce que moi, j'étais un gars ambitieux, puis j'étais un gars qui, je voulais aller de l'avant. Ça fait que, c'est un petit peu la différence entre mon frère et moi. Mon frère était beaucoup plus sage que moi, tu sais. Plus prudent, je vais dire. Puis moi, j'étais plus fonceur, mais je me suis rivé le nez, tu sais. Ça arrive à n'importe qui, ça. Fernand, encore aujourd'hui, les gens viennent au magasin. Puis ils me parlent de M. Poulain, puis ils veulent tout savoir comment tu vas, puis savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Puis les gens sont restés très attachés à toi. Là, c'est possiblement la question, lorsqu'il va falloir que tu te vendes un petit peu plus, c'est peut-être même la question la plus difficile. Je sais que tu es quelqu'un quand même de relativement humble. Comment ça, les gens t'aiment autant que ça encore aujourd'hui? C'est-tu le fait que tu te fendais en 8 pour essayer de les dépanner? C'est-tu le fait que tu étais accommodant? Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens t'apprécient encore autant aujourd'hui que tu es resté dans leur tête puis dans leur cœur? Ben, j'imagine que quand j'ai ouvert ici, je voulais réussir. J'avais vraiment à cœur de réussir, donc je donnais du service là, à tour de bras, pas mêlant, là, puis il arrivait un client à 5h moins 5, on se sauvait pas. Tout le monde restait pour donner un coup de main, puis donc les clients, ils s'en rendent compte de ça, que tu veux les aider, que tu veux... on avait, évidemment qu'on vendait un produit dispendieux, on pouvait pas le donner, là, mais j'ai l'impression que les gens, on a eu une belle relation avec les clients parce qu'on leur donnait du service, puis ils nous faisaient confiance parce qu'on leur faisait confiance aussi. Alors, c'est réciproque. Ça, moi, j'aimais beaucoup à mes clients, puis j'ai l'impression qu'ils me l'ont bien rendu, là. Parker, écoute, c'est un produit de qualité. On le sait tous, là. Tout le monde est au courant de ça. Ça l'a aidé aussi, je pense, à la business, d'avoir Parker, d'avoir un géant comme ça du côté de Saint-Georges qui offre un produit de qualité tout le temps. Ah oui, avec Parker, on avait une expertise extraordinaire, là. C'est la plus grosse compagnie d'hydraulique et pneumatique au monde. Sont cotés à la bourse, ils sont dans l'aviation, l'aéronautique, la marine, le chimique, laboratoire, tout ça. Donc, on était appuyé par une compagnie solide avec une expertise extraordinaire. Donc, on n'était jamais mal pris avec Parker. Du côté de Saint-Georges, écoute, c'est encore une institution, là. Wimby, c'est encore gros, ça marche encore super bien, les chiffres sont bons. Écoute, c'est une business qui est encore florissante. J'ai toujours dit, t'as bien huilé la machine du côté de Wimby, là. Ils ont acheté ça, puis la machine t'a bien huilé, puis elle continue de bien marcher. Ça t'a-tu fait un pincement au cœur? Comment ça s'est passé, la vente du côté de Wimby? Tu sais, tu veux pas, là, c'est un peu comme un enfant que tu laisses partir, tu sais, c'est un peu comme ta fille, mettons, qui se fait demander sa main par un homme. Tu sais qu'un jour ça va arriver, mais n'empêche, ça fait mal pareil. Pour faire une histoire courte là-dessus, on avait des DAC meetings à tous les ans. DAC meetings, ça veut dire Distributor Association, Council, en tout cas, je me rappelle pas trop, là, mais puis les dirigeants de Wimby, entre autres Claude Talbot, quand on voyait Claude dans un DAC meeting, Claude me disait « Hey, M. Poulain, commencez à avancer en âge, là, si vous voulez vendre un jour, là, on est prêt. » Puis ça faisait plusieurs années, là, ça faisait 4-5 ans qu'il me parlait de ça. Là. Puis à un moment donné, ça s'est plus... ça est devenu plus sérieux. Alors, j'ai ouvert la porte, puis on a commencé nos négociations. Ça a été assez long, ben, par exemple. Les négociations, ça a duré 6 mois, je pense. Mais non, ça s'est très bien terminé. Wimby ont demeuré locataires chez nous pendant 5 ans. Ils viennent de renouveler pour un autre 5 ans. Alors, non, j'ai encore une très belle relation avec Wimby, là, les dirigeants de Wimby, là, ça a très bien été. Mais ça fait toujours un pincement au cœur, évidemment. Mais on s'était bien entendu sur les prix puis sur les clauses, puis tout le monde a respecté ce qu'il avait dit. Là, le jour que tu as vraiment vendu, est-ce que tu t'en es rendu compte sur le champ? Ça a-tu pris un certain temps avant de dire « OK, la cassure est faite, j'ai vendu mon entreprise » ? C'est pas de vendre mon entreprise qui m'a fait un pincement au cœur, c'est de plus revoir la gang, tu sais. Okay. Parce qu'on avait vraiment une belle équipe ici, puis on était une gang d'amis, c'est pas mêlant, là. Moi, mon plus gros deuil, ça a été de perdre mon réseau d'amis à l'interne, tu sais. Je voyais plus les clients, évidemment, mais je les voyais ailleurs. Mais mon réseau d'amis à l'interne, ça m'a manqué, vraiment. Qu'est-ce que les employés diraient de Fernand Poulain? Parce que là, tu parles de ton réseau d'amis. Selon toi, mettons, les qualités qu'ils te trouvaient et les défauts qu'ils te trouvaient?
Moi, j'ai toujours dit que j'étais pas nécessairement chialeux, mais j'étais très, très, très exigeant. Alors, je demandais beaucoup aux employés. Moi, j'étais très, très, très exigeant, mais j'étais pas cheap, tu sais. Alors, il y avait une belle complicité là, de ce côté-là, mais il dirait que j'étais très, très exigeant, puis j'étais straight. J'ai jamais essayé de couper des heures ou n'importe quoi. J'étais assez ouvert de ce côté-là. T'sais. Maintenant que t'es à la retraite, bon, OK, la vraie question, est-ce que ta femme, elle trouve que t'es trop souvent à la maison? Non, mais blague à part, qu'est-ce que ta femme, elle dirait de la personne que t'étais lorsque t'étais au travail versus celle que t'es aujourd'hui? Ma femme, elle me voit pas beaucoup plus qu'elle me voyait avant. Non? Ah non, parce que je suis un gars de l'extérieur, puis j'aime... Durant l'été, j'ai des sports d'été, puis durant l'hiver, j'ai des sports d'hiver. Je suis rarement à la maison. J'écoute un peu plus la télévision avec elle depuis que je suis retraité, mais ça se limite là. Donc vraiment, je suis pas souvent à la maison, puis ma femme, elle doit pas me trouver achalant, je pense pas. Elle trouvait-tu que tu travaillais un peu trop des fois? Effectivement. Ah ouais? Effectivement, oui. La première année qu'on a ouvert, on a déménagé ici à la fin de décembre 2002. Je dirais vers le 15 décembre. De ce temps ici, là. Puis, évidemment, il fallait placer le... Mais j'ai été 51 semaines à travailler 7 jours par semaine. 7 jours par semaine pour placer mon stock, pour, comme tu dis, fabriquer du racking, mes patentes que tu me parles, là, j'ai fabriqué ça les fins de semaine, mais j'ai travaillé 51 semaines en ligne, 7 jours semaine. Là, ma femme était tannée en maudit. Mais après ça, j'étais correct. 2 dernières pour terminer. Écoute, je veux absolument qu'on parle des choses que tu as créées ici. Le monde ne le savent peut-être pas. La machine à loom, c'est la queue de cochon. Écoute, ceux qui ont déjà loomé des hausses, vous savez de quoi que je parle, là? Excusez le terme, c'est de la merde. Si on vous demande de loomer 10 pieds de hausse, là, habituellement, on n'est pas trop de bonne humeur, on le fait pareil avec le sourire. Ben, n'empêche, la machine que tu as créée, là, le monde ne le savent pas, mais c'est une de tes inventions. Ensuite, écoute, on pourrait parler... tout ce qui sert à rouler de la hausse, c'est tes inventions aussi. Il y en a plusieurs. Celle que t'es le plus fier, peut-être? Ben, je pense que les dévidoirs ici mobiles là en bas, là, avec le système de mesureur, on avait des meters pour mesurer nos pieds mais les rouleaux qu'on a pour entreposer les boyaux avec ça je suis fier de ça parce que ça prend pas beaucoup de place puis c'est très très économique. Puis suite à ça, Parker en ont fait à fabriquer sur mon modèle. Hein. Ah ouais? Oui. Puis j'avais eu à un moment donné une madame de la CSST qui venait nous visiter une fois par année, voir si on est conforme. Puis la madame de la CSST elle m'avait demandé si je voulais aller faire un exposé de ce produit-là à des industriels ou puis j'avais pas accepté, j'avais dit prenez des photos puis expliquez-leur, mais moi j'irais pas. Mais ouais, je suis fier de mes affaires parce que ça nous évitait de se blesser pour forcer puis toutes ces choses-là, alors ça travaillait beaucoup mieux. Ça. En terminant, qu'est-ce que Fernand Poulain aimerait dire à sa clientèle, celle qui est restée fidèle pendant toutes ces années? Un dernier mot, mettons. Ben merci beaucoup à tous mes clients, que j'ai toujours eu une belle relation avec les clients, puis merci pour la confiance qu'ils m'ont donnée pendant toutes ces années. Merci beaucoup.